1100 mètres, mon souffle est court, mes poumons brûlent. Je fais 10 pas, puis 1 minute pour récupérer. Le regard ne quitte plus mes crampons. Le cœur bat la chamade pour contrer la détresse respiratoire, la lutte contre le froid, les rafales de vent et le manque d'oxygène. Tout le corps est engagé pour atteindre ce sommet. Il ne me reste pourtant plus que 15% de mes capacités à quelques centaines de mètres. L'attraction de ce sommet s'est renforcée au cours d'années de rêves et de mois de préparation. C'est l'histoire de ce rêve que je vais maintenant vous raconter. Quand est né le rêve ? Difficile à dire. Des psychologues diraient que des photos comme celle-ci, mon arrière-arrière-grand-père et grands-parents pyrénéens sont clés et représentent bien un terreau fertile pour la naissance de ce rêve de pure montagne. Le déclenchement du rêve est venu en 1994 de la lecture de Maître des cimes de Reinhold Messner, dont l'idée était simple, la montagne comme machine d'exploration intérieure et extérieure. À partir de cet instant, je n'ai eu de cesse d'accumuler les livres, les cassettes, les cartes, les articles parus dans le monde entier et même les maquettes tridimensionnelles du plus haut sommet du monde. C'est Pascal, ma femme, qui me donne l'élan final pour aller au bout de ce rêve en profitant d'une accalmie professionnelle. Choix de la face nord tibétaine, choix d'une expé sur internet, chèque de 170 000 francs, 30 000 francs de matériel. Et ce ne sont plus qu'un mois et demi pour atteindre une forme physique hors norme. 3 axes principaux de travail, l'endurance, pour être capable de délivrer 18 heures d'effort nécessaires le jour de l'ascension, soit l'équivalent de 3-4 marathons dans une même journée. La résistance, pour avoir la force nécessaire pour répondre aux accélérations imposées par les variations de pente et les changements d'environnement. Et enfin la musculation, qui permet d'avoir la puissance nécessaire pour franchir les difficultés et anticiper la fonte des muscles liés aux longues périodes d'attente à venir. Pour le Parisien que je suis, le Gymnase Club et le Bois de Boulogne ont été le seul choix possible pour un travail quotidien de 2 mois. Une semaine avant de partir, je rencontre le professeur Richalet, grand ponte français de la médecine d'altitude. Il me fait passer un test d'hypoxie à 4800 et 7000 mètres pour essayer d'anticiper la difficulté d'acclimatation à venir. En effet, il ne reste plus que 25% d'oxygène à 8000 mètres d'altitude. Examen réussi, préparation validée, une année de plus passée dans la course éperdue. Le moment du départ approche. Un dernier regard sur Paris. Le mauvais temps ne me donne aucun regret. Le cœur s'accélère dans l'avion, quand je pense que bientôt nous serons à la même altitude. Mais en dehors de la cabine, assis sur l'aile, à une altitude proche de 9000 mètres. Point de passage obligé, Katmandou est une ville surprenante pour qui aspire au plus pur 8000 de la planète. Si loin des rêves de fraîcheur, de silence, d'absence de pollution, de concentration sur les fonds. L'équipe est maintenant au complet. Un guide, chef d'expédition, 10 membres et 12 Sherpas et surtout une très très bonne humeur. Elisabeth Hurley est la mémoire vivante et la juridiction ultime depuis 40 ans de toutes les performances sur les 8000. En ce mois d'avril 2001, il y a eu 895 personnes au sommet que l'on appelle les summiters. La France, avec 35 summiters, est à la 8e place derrière le Népal, les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Espagne. Yeah. Mais l'aspiration du sommet est devenue trop forte et un matin c'est un départ au lever du soleil pour un survol de ce géant, un premier rapport visuel avec lui. Stupéfiant de beauté, l'impatience grandit, l'émotion remplit les poumons, les larmes débordent à la vue du Lhotse de la face nord de l'Everest. À l'hôtesse qui me propose une cassette souvenir du survol, je réponds « N'oubliez pas de sourire au travers du hublot dans un mois, je serai peut-être en train de vous prendre en photo. » Quelques porte-bonheur dont nous allons avoir bien besoin. Et c'est le moment du départ vers la frontière entre le Népal et le Tibet chinois. Ce minuscule pont de l'amitié, avec une centaine de camions journaliers, relie le continent asiatique au sous-continent indien, soit 1 milliard de Chinois et 1 milliard d'Indiens et de Népalais. Passé cette porte de l'Empire du Milieu, le contraste est frappant. Les passes et les verrous moréniques s'effacent progressivement au profit des plaines tibétaines arides, de plus en plus larges.
Chaque étape est une opportunité de mieux se connaître. Voici l'équipe avec Claude Blondeau, 56 ans, directeur des achats pour Merlin Gérin, avec 40 ans d'expé et quelques 8000 à son actif. Guy Chardini, lieutenant-colonel des chasseurs alpins et père de 4 enfants. Zedi Al-Refai, koweïtien de 34 ans, à l'assaut du titre de premier arabe au sommet de l'Everest. Florence Audin, 35 ans, prof de gym pour les sourds et muets ayant frôlé la mort par épuisement lors d'un précédent 8000. Charlie Bellota, pyrénéen de 47 ans et apportant un record de 3 caméras avec lui. Pierre Paperon, 41 ans, 0 XP, pas de Mont Blanc et pas plus haut que 6100 mètres. Anna Collet, 10 ans d'expé et un objectif, être la deuxième française au sommet de l'Everest après Christine Jean. Jean-Marc Porte, journaliste de Trek Magazine, invité pour grimper et faire la promotion de l'expédition. Bernard Muller, 48 ans, guide chamoniard, mais surtout chef d'entreprise ayant monté toute l'expédition. Carole, première sourde-muette à venir aussi haut, elle va nous accompagner jusqu'au Kanda chinois. Jacques Marmet, 46 ans, opticien de Strasbourg avec 2 8000 derrière lui. Et enfin Yves Ancio, prof de méca à Grenoble et fier de ses précédents 8000. Une fine équipe avec des personnalités et une belle expérience de la très haute altitude. Un peu d'eau dans le camion. C'est un nouveau départ vers le camp de base chinois. L'arrivée au camp de base chinois est une grande déception. Avec une grande plaine morénique, balayée par le vent, le jour et la nuit. Le lendemain de notre arrivée, la neige est tombée, mais c'est un premier face-à-face avec les yaks qui vont nous aider à transporter les charges en altitude. Sept jours d'acclimatation commencent. Sur des monticules du camp de base chinois, une trentaine de pierres commémoratives viennent nous rappeler toutes les difficultés de l'ascension que nous allons bientôt entreprendre. Une puja est célébrée par nos Sherpas pour attirer les faveurs des dieux de la montagne. Mais quelle n'est pas la surprise d'assister à une pollution visuelle incroyable. Des combinaisons de Courchevel faites par un membre et qui se révéleront inadaptées à une altitude supérieure à 6000 mètres. L'hygiène va être un problème pendant 2 mois. Par moins 5 degrés et 20 km/h de vent, il faut trouver une rivière, casser la glace qui la recouvre et commencer la toilette qui sera rapide. Plus haut, et par moins 15 degrés, la surface nettoyée va peu à peu se réduire. Ce ne sera tout d'abord plus qu'un rasage tous les 3-4 jours, mais encore plus haut, et pendant le dernier mois, tout lavage disparaîtra. Le professeur Richalet m'a prêté pour cette expédition un instrument de mesure de la pression partielle d'oxygène dans le sang. Les 50% d'oxygène en moins dans l'air conduisent à moins d'oxygène dans le sang. Ce manque va provoquer une production accrue de globules rouges. L'oxymètre devient essentiel pour mesurer la bonne acclimatation de l'organisme à l'altitude. Par exemple, ici, je n'ai plus que 86% de saturation en oxygène. Les premières discussions d'éthique himalayenne commencent dans l'équipe. Les Sherpas montent d'habitude l'oxygène et les tentes en altitude, mais certains membres sont prêts à aller plus loin et à se faire tirer ou au moins porter leurs affaires personnelles par ces mêmes Sherpas. Jamais quelqu'un tirer moi jusqu'au sommet, This is not my. I will never accept for myself, Just I move with the team, even though I paid more, but just to carry my stuff. C'est tout,
Climbing is about self-surpass my own expectation, you know. I don't want somebody to surround. J'ai dit, Il est souvent beaucoup plus méritant de monter au sommet de l'Everest avec oxygène en te payant une trace ou n'importe quoi, qu'en montant sans oxygène dans une trace derrière, etc. Ouais. Oh, ben nous on va monter dans la trace avec l'oxygène. Nous ne méritons pas. Pour l'instant, on espère. Oui, oui, non, enfin Le chef d'expédition dévoile peu à peu sa personnalité. Je veux dire, moi je suis là avec mes pesettes éventuellement pour que jusqu'au dernier moment le matos monte. Après ces 8 jours d'acclimatation à 5200 mètres, les yaks sont chargés des 4 tonnes d'affaires personnelles et collectives pour le mois et demi à venir. Et nous nous mettons enfin en marche vers le camp de base avancé qui se situe à 6400 mètres. Les rencontres fortuites avec les Yakman sont toujours très étonnantes. Tachidele! Kusudi Poyenpe! Ces pénitents sont incroyables. Ils mesurent jusqu'à 30 mètres de haut et ne sont en fait que les restes du glacier sur lequel nous allons bientôt dormir. Et nous commençons à frémir en voyant quelques tentes du col Nord soumises à des vents de plus de 100 km/h. Ce que nous prenions de loin pour de simples nuages se révèle être de véritables tempêtes sur les faces nord et nord-est de l'Everest. Et il est 9h, prêt à aller dormir, voilà les tempêtes un peu qui soufflent. Faut vite aller se coucher. Une heure après le coucher de soleil, la température est déjà de -11 dans les tentes. Le cœur bat à 92 pulsations par minute et la pression d'oxygène n'est plus que de 75%. Je découvre que le combat de l'acclimatation à 6200 mètres se déroule la nuit. En effet, l'activité de la journée gomme les symptômes et plus rien dans la nuit ne les étouffe. Maux de tête, soudain sentiment d'étouffement, tachycardie jusqu'à 120 pulsations cardiaques par minute, début de toux plus ou moins viral. Certains jours sont plus forts que d'autres. Nous pouvons envoyer et recevoir des mails tous les 10 jours. Malgré l'altitude, chacun trouve la concentration pour envoyer 10-15 lignes à sa famille ou à ses proches. C'est en fait à double tranchant. Jacques, au fil des nouvelles, va gamberger et perdre sa détermination à poursuivre l'expé. Bon. J'ai bien vu que tu répondais pas. Qu'est-ce que je peux dire de mal sur les PC? Tout ce que tu veux sur les PC, pas grand chose sur Apple, s'il te plaît. Ça roule. C'est formidable, les couleurs sont belles, sous la tente. Ouais, c'est juste derrière là, comme si j'y étais.
Jean-Marc vient de traduire un livre d'écologie américaine, Comment chier dans les bois, et cela rend perplexe Guy. On peut le comprendre, il n'y a pas un seul arbre à 300 km à la ronde. Quelques trop rares accalmies nous permettent de sortir et de profiter de l'environnement superbe. Mais la plupart du temps se passe dans la tente-messe. Les journées ne sont plus qu'une lutte contre le froid intense. Certains membres montrent des signes d'apathie et de gamberge de plus en plus forts. À 5h du matin, ils étaient debout. 5h du matin. Il y a de là. Mais ça a l'air d'être moins violent qu'hier. Et cette altitude de 6400 mètres nous révèle soudainement la compétence médicale de notre groupe. Un des membres montre dès son arrivée à 6400 mètres des signes de non-acclimatation évidents, qui dégénèrent en 2 jours en un œdème cérébral. L'œdème est une rétention d'eau dans le cerveau et les poumons dont on ne connaît pas la cause exacte. Néanmoins, les causes les plus probables sont le stress ou un effort trop violent. Les conséquences de l'œdème cérébral sont dramatiques à cette altitude. Incapacité à marcher, à communiquer dans un stade avancé, perte de conscience et coma avant de mourir. Nous faisons appel à David, médecin de l'équipe australienne, proche de nous au camp de base avancé, et avec qui nous allons nous battre pendant une journée. Vu l'état du malade, ce sont 3 piqûres de stéroïdes qui sont administrées avant la mise en œuvre de la procédure qui est sur le papier très simple. Le malade est mis dans un caisson qui est gonflé. Cela permet de baisser artificiellement l'altitude de 6400 à 3200 mètres dans notre cas. Where are you, Zed? Where do you come from? Australia. Australia? Zed, where are you now? Mais au bout d'un quart d'heure, les signes de claustrophobie sont trop évidents que nous puissions le laisser seul dans le caisson. Mais la mise en caisson ne semble pas avoir produit d'effet. Le caisson solitaire apparaît comme un remède dérisoire pour un œdème de cette ampleur. Pour l'instant, nous rajoutons une perfusion pour contrer la déshydratation et prenons la décision de le remettre en caisson mais avec de l'oxygène. En fait, l'œdème a une inertie de 4 à 6 heures. C'est une des raisons pour lesquelles 80% des morts sur l'Everest sont à la descente. Un rude effort à la montée, 4-6 heures plus tard, un début d'œdème à la redescente, qui enlève tout sens de l'équilibre et capacité à prendre de bonnes décisions. We could be in there for a while. Maybe just leave it on like that. No, one. Yeah, one. Two. No. Yes, two One, again. 2, 3, 4, 5. Les questions se posent quant à l'absence de mesures prises pour anticiper ce I drame. have to do that. No, it is not his decision. It is other people's decision. He is sick. When he's not talking properly, his decisions are not relevant. Yes, but when you... Basically, you have to physically sometimes just take them down. You don't know him. Arbiter. If you got the oxygen, take the oxygen if you can grab it. Can you grab the oxygen? No. No. Oh shit. Yeah, it's difficult because when they get cerebral edema is one of those things where people they you can't tell them anything. But They you don't have to know. tell them down, even if you have to get them, grab them, take them. Shit, he's sounding worse there. Think it's not better to open and to put in oxygen When you're ready to go, we do that. In 2 minutes. When you're ready, we go. We get him on stretcher. I give him medicine. You go. Breathing badly, but he's breathing. No, that's okay. You can't see him anymore. He's. No, you can see him. Extra oxygen bottle. Get him on the oxygen. I'm behind David. No, this is the wrong one. Where's the other one? This one's got. Get him up.
I'm holding up and getting your medicine in. How many you put in? La respiration s'arrête par moments. Okay. David fait 2 piqûres d'adrénaline. Nous prenons la décision de le faire redescendre malgré une chance sur 20 de le sauver et quelques résistances. He's got some problems with pulmonary. Il faut le couvrir. Non, non, non. No, excuse me. On n'a pas d'autre. But get just in close and we put here then to take down. Ok. Il faut une veste. Non, non, non. S'il reste comme ça, il meurt. Si on Attends, descend, c'est sa dernière chance, là. il survit. Daddy, open, Open it. please. Okay, I have my finger. Okay, squeeze in. Close now. Good. Du côté tibétain, évacuation signifie très long labeur car il n'y a pas d'hélicoptère disponible comme pour le côté népalais. En premier, descente par portage par les Sherpas, 8 heures en temps normal, mais là, les 12 Sherpas vont mettre 36 heures. Puis 12 heures de jeep et enfin 1 heure d'hélicoptère après la frontière népalaise vers l'hôpital de Katmandou. C'est la sommité mondiale des œdèmes, Bouddha Basniat, qui a été prévenu. L'autre chimère qui composait mon rêve originel était le mano à mano intime qui allait se dérouler avec la montagne. La surprise est totale de découvrir progressivement que ce sont 30 expéditions, soit environ 400 personnes, qui ont pris pied au camp de base avancé. Népal, Inde, Pakistan, Australie, Colombie. Ils viennent de plus de 60 pays, ils ont fait en moyenne 9000 km. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas un de ces D'autres Français sont dans d'autres expés, à chaque fois pour un projet exceptionnel. Christian, pour être le 5e Français à gravir l'Everest sans oxygène. Quel signe vous êtes, les gars? Moi, je suis castor à descendant autobus. Claire et Zed pourraient être les premiers à sauter en parapente et en bille depuis le sommet. Tous vont réussir leurs rêves. Certains, comme Marc, vont échouer et vont mourir d'un œdème cérébral après avoir fait le sommet. Moi c'est Bouddha là. Bouddha là. Ah, yes, I think Non, non, Oh, yesterday? Une émulation certaine existe entre chaque expédition. On attend ensuite et on double à la fin. Non, par rapport aux Australiennes. Les histoires sur les Sherpas sont nombreuses. Il a mis un coup de piolet à un membre. Ouais, non. D'autres Mais bon, versions, c'est que. il a quand même pas traversé le bras. Mais comment nous appellent-ils entre eux? Grimpeurs, sportifs de haut niveau, aventuriers, membres? Non, la réponse est plus décapante. Touristes. Nous sommes pour eux comme les groupes de Japonais qui visitent Paris, aussi reconnaissables et caricaturaux avec nos tenues convenues. Cela me ramène à une vision plus juste de l'expédition et de sa place sur la montagne. Et leur humour sera omniprésent tout au long de l'expédition. Après un mois d'expé, Jacques décide de revenir vers Strasbourg. Hélas, la nourriture n'est pas à la hauteur. Mon rêve de diététique de sportif de haut niveau s'effondre. Tiens, tu veux pas leur donner ce café-là? Pendant un mois, ce seront les mêmes plats népalais. L'incidence sera pour moi une perte de poids de 20 kg et certainement pour d'autres des difficultés gastriques ou virales préjudiciables à l'ascension à venir. Au bout d'un mois, le chef ouvre enfin les barils avec de la nourriture plus adaptée, mais un comble, pas de pâtes. La fondue fumante l'air à 15 degrés est néanmoins la bienvenue. Où il est montré que Mont Blanc peut rimer avec Everest. L'autre problème est l'eau. À l'assablement, il faut faire fondre de la neige ou de la glace. Et pendant un temps, cette glace est prélevée en bas du camp où les yaks ont dormi une nuit. Une odeur de pisse de yak va parfumer l'eau et il faudra 3-4 jours pour prendre la décision de prélever la glace au-dessus de toute activité du camp. En résumé, on bouffe de la merde et boit de la pisse de yak. Et la grogne gronde
contre cette incompétence à prendre des décisions toutes simples. Je me permets de faire remarquer que j'ai jamais vu un bordel pareil. J'aimerais que vous le disiez à Bernard. Dans une expo. Parce que moi je vais lui J'ai dire jamais pas vu mal ça. de choses. Mais il faut le lui dire. Hein? Parce L'expé continue. Les Sherpas commencent l'équipement de la montagne en montant 20 bouteilles d'oxygène et les tentes jusqu'à 8300 mètres. Nous les accompagnons jusqu'au col nord pour forcer notre acclimatation. Je découvre qu'au-dessus de 6000 mètres, tout se ralentit. Sur des pentes de 40 à 45 degrés, ce sont quelques pas et une longue récupération. Seuls les Sherpas montrent que c'est leur milieu naturel en courant dans les descentes. Les liaisons radio-HF sont constantes pour guider les Sherpas, mais aussi être informés des progrès et du moral des autres expés. Je pense qu'en fait, ici, on en a marre de la bouffe, c'est crade, et puis hier, il nous a fait un plat dégueulasse, Thierry. Mais enfin bon, du coup, hier, ça a été une journée de merde grave, quoi. Le seul truc de marrant, c'est qu'on est descendu tout le col nord sur le cul dans de la poudreuse, c'était rigolo. À toi. Et à un moment, dans la demi-nuit, tu sais, Ouais. quand ça commence à devenir violet, je vois arriver dans la brume, la neige, tu vois, tout ça, une silhouette. Mais les cosmonautes, quoi. Le mec, le masque, les trucs, la doudoune intégrale. Complètement équipé. Yes, good morning. Will it be possible to talk to Buddha Basniak, please? How is he going now? But that is not abnormal for something that happened to him, you know, with the edema in the head. I think that will take some time and it will probably go away. And he's still willing to come back to the mountain. That's incredible. But we don't want him to come. He seems like, you know, he is very determined. Okay. Goodbye. Bye bye. Thanks. Bye bye. Bon, il est sorti d'affaire, le mec. C'est bien. Très bien. C'est bien. Ironie du sort, 1 heure après cet appel téléphonique, un de nos Sherpas s'ouvre le pied et il faut lui faire 6 points de suture. Mais l'équipe patine, pas de possibilité d'avoir une certitude de beau temps pour les 4 jours à venir. C'est pourtant le temps qui va être nécessaire pour atteindre le sommet. Ce n'est pas faute de se tuyauter auprès des autres expés. Et en fait, personne ne veut faire la trace. -30, 31 degrees at our summit. You can't No, can't do anything. And this two group summit. Yes. After we go. Yes. But But we need good weather. Ras-le-bol des discussions, je me décide, je pars seul en attendant que les Américains font une nouvelle tentative et qu'il ne nous reste plus que peu de jours pour tenter le sommet avant notre départ et surtout l'arrivée de la mousson. La préparation commence par un millimétrage du poids à emporter. Les calories et le poids de chaque ration est évalué. Pareil pour le matériel. Tout est passé en revue. Les courroies inutiles du sac sont éliminées pour gagner les 100 grammes qui feront la différence sur les pentes glacées à 45 degrés. À ne surtout pas oublier le flacon d'urine qui évitera de sortir de la tente en pleine nuit. Le moment du départ a sonné. À 10 h le matin, le temps au col nord n'est pas très encourageant. Les 30 jours passés au camp de base avancé m'ont appris à ne pas me fier au temps. Tout peut vraiment changer en 3-4 heures. Je pars donc pour une montée en 3h15 cette fois-ci contre 6 heures la fois d'avant. Merci à l'acclimatation. Tentes sont accrochées au col nord entre 2 lèvres de neige. L'impression de sécurité est trompeuse. 3 jours avant, c'est 1 mètre de neige qui est tombé. Gare à ceux qui ne se sont pas réveillés pour dégager leur temps. Donc
là je suis au col nord. Monter à 8003 et de redescendre à 6004. Record à battre. Je suis le cul par terre devant lui. Et il a fait partie des Sherpas qui ont amené 20 Japonais au sommet l'an dernier. Donc le mec est bon. Il est passé. Manifestement, il n'a même pas de radio donnée par les Américains, mais je viens de lui prêter la mienne. So you've done the summit? 3 Américains et surtout avant eux, ces 3 Sherpas ont fait le sommet 5 heures auparavant.
Where are they? In 83? 83 still? Okay, so we'll meet them tomorrow. Thanks, Brett, and thanks to everybody down there for setting things up really nice. For making it possible. Over. You bet. Well, you guys are the success, the first ones of the millennium, huh? So, again, good job. The ball was in your court. You guys carried it, and you guys scored and came back down. That's the name of the game. Christian, qui tente la montée sans oxygène, vient de me rejoindre. J'ai mis péniblement 1h30 à bouffer à peu près 1 litre de, tu sais, des poudres là. Ah ouais? J'ai tout recraché. Puis j'ai toussé un petit coup, puis hop, c'est tout venu. J'ai pas l'impression d'être décalqué, donc c'est assez étonnant. Moi, ça fait une demi-heure que je suis à 8003, donc il reste à peu près 25% de l'oxygène du niveau de la mer. Et tout va bien, je suis un tout petit peu essoufflé quand je commence à me déplacer, je fais 3 mètres, peut-être qu'il tombe si j'ai pas d'oxygène, mais au repos là comme ça, impeccable, nickel, grande forme, content. Content d'être là. Je pense à Pascal. On s'en reprend. Pour ça, Victor, Juliette, Charlotte, Augustin, voilà. Le départ prochain va se faire de nuit. Je préfère donc aller repérer le départ à suivre pour rejoindre l'arête. Je ne peux m'empêcher de prendre un peu d'altitude pour avoir une meilleure vue du camp, mais les bancs de nuages qui défilent m'incitent à rejoindre la tente. Et puis il est tranquille là, tout régaillardi. Il hésite un peu, c'est dommage, j'ai pas de bouffe à lui donner. J'apprends que la première vague de l'expédition est en train de me rejoindre à 8300 mètres. Ils se sont enfin décidés à attaquer. Mais je ne vais pas pouvoir les suivre car le seul dérangement gastrique sérieux de ces 2 mois va se produire cette nuit-là. 24 heures de plus à 8300 mètres qui vont me permettre d'aider d'autres grimpeurs. Que l'impression de rentrer ou sortir de l'atmosphère dans une capsule Apollo est parfaite. Toujours ce sentiment un peu magique d'être dans la capsule spatiale et de pouvoir se lever, hop, se coucher sans problème avec quelques objets qui volent un peu trop. Et quand on regarde par la fenêtre, on a vraiment la sensation extraordinaire de se rendre, d'aller percuter bientôt le sommet. Houston, Houston, do you hear me? Over. Korea. Oh no. Russia. Huh? Russia. Oh, in Russia. Oh, okay. Because I saw the, Austrian. Oh, which part of Russia? It was our sponsor. Russia, yes. Which part of Russia? Siberia. No. This no our tent. Our tent, this one broken.
Oh, it's the broken one. Yes. Oh! We make and another day come. Destroyed. Il ne reste en effet plus rien de la tente de notre camarade sibérien. À quelle heure ce matin? 5. 5. Au sommet, ouais. Lever de soleil? Ouais. Putain, sublime. 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 Sublime froid. Alors sublime beau. Tu veux de l'eau là? Tu veux du truc? Ah, un truc. Ah ouais, j'ai de l'eau là. Attends, Dire. Oxygène, génial hein? Hein? Oxygène. C'est la folie, hein. C'est dingue. Hallucinant, hein. Je suis parti de là-haut. Non. Maintenant, fini. Je suis- Katmandou, vacances. Playa, Enfin les vacances. canyoning en 2 jours, Ça y est, pourquoi pas. 50 ans de vacances. Ouais. Vous êtes pris en photo et tout ça là-bas en haut de toute façon? Ça va? Mais qu'est-ce qu'il a Bernard là depuis 2 jours? C'est n'importe quoi. Putain. Les yeux ça va mieux? Hein? Les yeux! Quoi? Tes yeux ça va mieux? Les yeux, ça va, ouais. Il est mince toute la journée. Ouais. J'ai peu de temps auparavant le Titanium Tsering qui a pris de superbes photos du premier ordinateur au sommet de l'Everest. Petite enfantelle qui mangeait son petit granny. Jean-Marc, moi-même et Yves nous réveillons à 1h du matin pour un départ à 2h. Ça va Yves? Un petit sourire, merci. Ouais. Prêt à partir, génial, 2h30. Ouais. Les doigts ont commencé à geler en aidant Jean-Marc à ranger son appareil photo dans son sac. Je vais les réchauffer dans la tente. Quand je sors, un quart d'heure plus tard, tout le monde est parti. Adieu le rêve de cordée solidaire pour attaquer le sommet. Notre expé part derrière moi. Je prends conscience que tous mes rêves étaient jusque-là en couleur. Et qu'en fait, une grande partie des souvenirs vont rester en noir et blanc. Je laisse passer une autre expé qui a certainement dû prendre un débit d'oxygène supérieur au mien. Je vois que la solidarité est mieux respectée par l'équipe américaine. Ils s'attendent entre eux, le guide les attend, les Sherpas les attendent. Les ressauts de 15-20 mètres se succèdent et parfois un bouchon se forme.
Ici, tout continue à se ralentir. La combinaison, les moufles, les énormes chaussures OneSport, chacun perd ses repères habituels d'escalade. Il y avait un grand son. Moi je vais me donner quand même un petit quart d'heure pour voir si l'œil va mieux. C'est quand même idiot d'avoir de l'oxygène, d'avoir une pêche encore d'enfer là pour pouvoir faire le sommet justement tranquille. Et s'apercevoir que techniquement, bon ça c'est jouable. Bien sûr il y a des grandes dalles, ça peut descendre et à ce moment on se rend à 3000 continuels de dénivelé. Mais dommage pour une histoire d'un œil qui est en train de se devenir un peu vitreux là. Bon, ceci dit ça m'enlève quasiment 90% de la vue, donc beaucoup d'équilibre, d'acuité, enfin tout ça. Mais voilà, donc un petit quart d'heure et puis on redescend, on monte, voilà. Allez, l'Everest. L'Everest. Il reste un peu figé à cause de la température, là, qui doit être de moins 15, moins 20 degrés. Là, ça a dû être l'histoire de quelqu'un qui redescendait, qui en avait marre, qui avait trop froid. Et il s'est peut-être couché pour quelques temps, pour quelques secondes, quelques minutes. Et ça s'est transformé en fait, malgré son masque à gaz, malgré tout l'équipement qu'il pouvait avoir, en un seuil de mort, comme ça là sous un tout petit rocher, de rien du tout. Ça peut paraître dérisoire, grotesque, tout ce qu'on veut, et il va rester là pendant beaucoup de temps. Voilà. Pour aller jusqu'au glacier de Rongbuk, à peu près 4000 mètres de dénivelé. Bon, on met tout ça. La décision la décision je le prends. C'est un peu balancer le fait de pouvoir dire j'ai fait l'Everest, ou de l'avoir au moins tenté. Là de toute façon je serais arrivé à peu près à 8600 mètres d'altitude, donc chose qui est déjà très bien. Je ne suis même pas trop essoufflé quand j'arrive le masque, enfin tout va bien. Et là l'œil devient vitreux, ça en devient même presque critique pour la redescente, qui est quand même assez technique par endroit. Donc je me dépêche de redescendre directement, certainement col nord et peut-être même plus bas si je suis en forme, parce que là vraiment j'ai la caisse et j'ai vraiment un grand regret de ne pas pouvoir aller taper le sommet. Mais bon, entre avoir un œil vitreux pendant toute la vie et puis dire avoir fait l'Everest, enfin porter l'Everest en soi, j'ai déjà le sentiment de bien le porter, et on va lui dire au revoir comme ça en lui faisant au revoir. Et il est vraiment pas très loin. Je vais marcher jusqu'au ressaut là-bas et puis je redescends aussi sec. Voilà. Je croise en redescendant d'autres qui sont partis un peu trop tard et ne redescendront pas à temps pour éviter le durcissement du temps l'après-midi. C'est là où Mark, l'Australien, va se faire prendre et mourir. Je quitte cette zone de combat le plus rapidement possible, en redescendant de 2400 mètres en 10 heures pour rejoindre le camp de base. C'est une véritable rentrée dans l'atmosphère que j'effectue. L'air devient dense et humide, tellement plus facile à respirer. 48 heures plus tard, je suis de retour à Paris. Ce soir, l'envie me prend de respirer un moment l'air de la nuit. Il fait bon. Enserré entre les deux rives de maison, les étoiles semblent couler à mesure que j'avance. Il fait clair. C'est bon pour l'attaque du sommet demain. C'est idiot. Je suis à Paris. Mais c'est l'heure où l'altinote allume sa frontale et éclaire un monde qui va lui apporter ces moments de danger, d'étonnement, de lucidité, qui seront autant de couches nouvelles de personnalité ou au moins d'existence.